Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ce que sont devenues les voitures utilisées par le fameux agent britannique. Et vous allez voir qu'il y a certaines histoires qui valent vraiment le détour, parce qu'il y a des rebondissements qui sont vraiment dignes d'un James Bond. Bon, avant toute chose, James Bond et ses ennemis ont roulé dans beaucoup de voitures, donc je ne peux pas parler de toutes les voitures. Alors il y a un choix qui a été fait, c'est pas des oublis, c'est pas par paresse, c'est parce qu'au bout d'un moment il faut en choisir pour pouvoir avoir une vidéo qui fait pas 4h30 de long, quoi. Bon, je me sens quand même obligé de commencer par parler de la Sunbeam Alpine conduite par Sean Connery dans Dr. No, le tout premier James Bond sorti en 1962. À l'époque, James Bond, ce n'était que les romans d'espionnage écrits par Ian Fleming, donc ça n'avait absolument pas cette notoriété que les films ont aujourd'hui. C'est-à-dire que les marques ne se bousculaient pas pour prêter des voitures aux producteurs du film. Ce qui s'est passé, c'est pour toute la scène de la Sunbeam qui a été tournée en Jamaïque, donc toute la course-poursuite avec le corbillard qui finira assez mal d'ailleurs, on s'en souvient. En gros, pour toute cette scène, il n'y a aucune marque qui a voulu leur prêter une voiture, donc ils ont emprunté une Sunbeam Alpine à un Jamaïcain local, et donc la voiture lui a été rendue après le film. Donc à l'heure actuelle, on n'a aucune trace de cette voiture, on ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en avait qu'une seule et que c'était même pas la production. Alors juste pour votre information personnelle, Sunbeam, c'est une marque anglaise qui a sorti un modèle qui s'appelle Alpine. Ça n'a absolument rien à voir avec la marque Renault Alpine comme on connaît tous. Dans le deuxième film de la série, From Russia with Love, il n'y a que très peu de voitures, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Cela dit, je voulais quand même vous faire remarquer, dans la toute première scène du film, on voit une Bentley Drophead vert foncé, qui est apparemment la voiture personnelle de James Bond, et c'est assez drôle car c'est le seul moment dans toute la série où on voit James Bond supposément rouler en Bentley. Ce qui est drôle, c'est que dans les romans de Ian Fleming, James Bond roule tout le temps en Bentley sur toutes ses missions, c'est vraiment sa voiture de prédilection. Je pense que pour les films, Aston Martin a fini par faire un chèque plus gros que Bentley, tout simplement. Et en parlant d'Aston Martin, il faut savoir qu'elle est introduite uniquement au bout du troisième film James Bond, c'est-à-dire Goldfinger, et c'est seulement à partir de là que ça deviendra vraiment la voiture iconique de James Bond. D'ailleurs, autour des DB5 qui ont été utilisés pendant le film, il y a vraiment toute une histoire super intéressante, écoutez ça. Bon, déjà pour le tournage de Goldfinger, ils ont utilisé deux DB5 différentes. En fait, à la base, ils ont demandé à Aston Martin de leur faire une DB5 avec tous les gadgets, etc. comme on la connaît. Cela dit, la voiture était trop lourde pour rouler, donc ils ont dû en commander une deuxième pour faire toutes les scènes où la voiture était censée rouler vite. Donc d'un côté, on a la Hero Car, de l'autre côté, on a la Stunt Car. La Hero Car avec tous les gadgets mais qui roulent pas ou très peu, et la stunt car qui est pratiquement d'origine. Et l'élément déclencheur, c'est que ce film obtient une notoriété internationale dès le départ. C'est tout de suite un très gros succès et on parle de la DB5 comme la voiture la plus connue du monde à cette époque-là. Du coup, tous les cinémas, toutes les expositions, tous les événements en rapport avec James Bond veulent la DB5 du film. Le problème, c'est qu'ils en ont qu'une. Donc ce que la boîte de prod va faire, ils vont modifier la stunt car pour qu'elle ait également tous les gadgets du film pour pouvoir également la prêter à des cinémas. Finalement, ils se rendent compte que deux voitures, c'est pas suffisant, donc ils en recommandent deux autres à leurs frais. En gros, les deux premières étaient prêtées par Aston Martin, mais là, les deux autres sont achetées directement par le studio pour la production du film, ce qui fait donc deux DB5 supplémentaires avec en gros les mêmes gadgets que dans le film, construits exactement de la même façon, mais qui n'ont jamais tourné dans le film. On se retrouve donc avec 4 réel DB5 du film. Bon, à la fin des années 60, ces voitures finissent par être vendues à des particuliers un peu aux enchères. Le truc, c'est que les deux copies qui ont été faites pour la promotion du film sont vendues par le studio telle quelle. La Stunt Car est vendue également telle quelle, mais la Hero Car, donc celle qui a les gadgets dans le film, celle-ci est récupérée par Aston Martin, entièrement démontée et remontée comme une Aston Martin DB5 classique et vendue comme voiture d'occasion. En fait, s'ils ont fait ça, c'est parce que la voiture ne pouvait pas rouler, comme je le disais précédemment, et du coup, ils ne voulaient pas vendre une voiture qui ne roule pas. Le problème, c'est qu'en faisant cela, ils ont un petit peu détruit la Hero Car du film. La personne qui a acheté la Hero Car,
Gavin Kazar, se doutait un petit peu de la provenance de cette voiture et il s'est rendu compte que les autres voitures qui n'avaient pas tourné dans le film avaient plus de valeur que la sienne, puisque la sienne n'avait plus les gadgets. Et ça l'a un petit peu rendu malade et il a décidé d'installer lui-même des gadgets dans la voiture. Donc c'est pas du tout les gadgets originaux, c'est des gadgets que lui a créés lui-même et il pensait en faisant cela augmenter la valeur de l'aérocar. Mais les autres personnes dont les voitures n'ont pas forcément tourné dans le film mais dont les gadgets sont les originaux installés par Aston Martin pensaient que eux leur voiture valait plus d'argent. Et il y a eu un micmac jusque dans les années 80 où plus personne ne savait exactement qui avait l'aérocar, qui avait la stunt car et qui avait donc les deux voitures de relation presse. C'est en 81 que 3 des propriétaires des 4 voitures décident de régler le problème une fois pour toutes. On a Richard Lucy, Jerry Lee et Frank Baker. Tous les 3 possèdent une DB5, tous les 3 sont persuadés d'avoir l'aérocar. Il y a également un musée qui a la 4e, mais eux ne prennent pas part dans ce débat. De toute façon, une fois que les 3 auront déterminé qui a quelle voiture, bah, la 4e sera celle qui reste. Et ces 3 propriétaires de DB5 de James Bond ne font pas ça pour le fun. Ils savent très bien que la Hero-Car vaut beaucoup plus d'argent que les 3 autres. C'est finalement Aston Martin qui leur dira exactement laquelle est laquelle. En fait, c'est grâce au numéro de série que Aston Martin réussira à leur dire « Ok, Richard Lucy, tu as la Hero-Car, Jerry Lee, tu as la Stunt Car, et Baker a une des 2 voitures de relation presse. » C'est-à-dire que le fameux musée qui n'a pas pris part a également une voiture de relation presse. Je pense qu'ils s'en doutaient et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas participé à cette enquête. Ils savaient que de toute façon, ils avaient une des 2 voitures qui ont le moins de valeur. Robert Lucy, qui a la Hero-Car, en profite pour la vendre immédiatement. En 1986, il en tire 250 000 $. Alors, ça paraît pas énorme comme ça aujourd'hui. Cela dit, à l'époque, c'était quand même très grosse somme. L'acheteur, c'est Anthony Pugliese, et il va pas laisser dormir sa nouvelle acquisition dans un garage. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la mettre dans tous les musées, dans toutes les expositions. En gros, il la fait voir à tout le monde et un maximum. En fait, s'il fait ça, c'est pour que la voiture soit de plus en plus connue et qu'elle gagne en valeur, histoire de pouvoir la revendre par la suite, tout simplement. D'ailleurs, Pugliese se demande un peu combien vaut sa voiture, et au milieu des années 90, il demande à une assurance spécialisée dans les voitures classiques de faire expertiser la voiture. La voiture est expertisée à 4,2 millions de $. C'est énorme pour l'époque. Bien évidemment, Anthony Pugliese signe un contrat d'assurance sur cette valeur. Bon, vous voyez peut-être un petit peu où je veux en venir avec cette histoire. Évidemment, en juin 1997, ah bah ça alors, la voiture disparaît, elle est volée du hangar dans laquelle Pugliese l'avait stockée. Ah là là. Eh oui, elle était stockée dans un hangar d'aéroport. Les mecs qui sont venus voler cette voiture, c'était comme dans un film de James Bond. Ils sont venus avec un camion, ils ont mis une chaîne à la porte du hangar, ils ont arraché la porte du hangar, ils ont utilisé cette chaîne, ils l'ont accrochée à l'essieu de la DB5, parce que je vous rappelle qu'elle ne peut à peine rouler par elle-même tellement elle est lourde, et ils l'ont fait glisser jusqu'à un avion cargo. Ils l'ont chargé dans ce fameux avion cargo et l'avion a décollé et il est parti. Alors ça, la police a réussi à le déterminer avec plusieurs indices, mais il n'y a eu aucun témoin et il n'y a aucune preuve que ça soit passé exactement de cette façon-là. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la police a déterminé que, vu la taille de l'avion cargo, il avait été obligé de se poser dans un des aéroports qu'il y avait autour. Donc forcément, ils ont fait une énorme enquête sur tous les aéroports d'un certain cercle autour de ce fameux aéroport de Floride. Ils se sont rendus compte que absolument aucun avion cargo n'avait déchargé de voiture. Alors il y a pas mal de personnes qui imaginent que peut-être l'avion cargo aurait été faire un tour au-dessus de la Floride pour balancer la voiture dans l'eau, parce que peut-être que ça serait une fraude à l'assurance et que peut-être Anthony Pugliese n'estimait pas qu'il était possible de vendre la voiture pour 4,2 millions de $, et que valait mieux finalement prendre l'argent de l'assurance. Mais il n'y a aucune preuve, ce ne sont que des suppositions. Cela dit, l'assurance a été obligée de payer les 4,2 millions de $. De la bouche même de l'assureur, il a dit qu'il avait fait une grossière erreur en estimant la voiture aussi chère, que finalement il n'aurait pas dû l'estimer sur sa valeur réelle, qu'il pense effectivement être de 4,2 millions de $, mais qu'il aurait dû l'estimer sur une valeur de sécurité de l'investissement, c'est-à-dire environ 1 million de $, ce qui aurait déjà été pas mal et ce qui aurait peut-être
éviter ce genre de soucis. Quoi qu'il en soit, l'assurance cherche toujours la voiture à l'heure actuelle. Elle a été volée en 97, on est en 2019, ils n'ont toujours pas retrouvé la voiture. Ils offrent 1 million de dollars à quiconque pourra retrouver cette voiture, ce qui leur permettrait peut-être de récupérer leurs 4,2 millions de dollars de Pugliese, si jamais ils arrivaient à prouver qu'il avait quelque chose à voir là-dedans, et surtout ils pourraient revendre la voiture, puisque la voiture leur appartient, comme ils ont remboursé Pugliese, ce qui leur permettrait également de rentrer dans leurs frais. Alors en 2018, il y a eu une rumeur comme quoi l'assurance aurait peut-être retrouvé la voiture. En gros, quelqu'un leur a dit que la voiture serait dans une collection privée au Moyen-Orient. Cela dit, il n'y a absolument aucune preuve. Je ne crois pas que l'assurance ait réussi à trouver quoi que ce soit jusque maintenant. Donc wait and see. En ce qui concerne les autres DB5, la stunt car est toujours dans les mains de Jerry Lee. Il la sort assez rarement, mais c'est toujours lui qui l'a. Une des reproductions presse est dans un musée en Hollande, et la dernière reproduction presse a été achetée par un businessman suisse qui souhaite rester anonyme. Petit aparté rapide, la DB5 que l'on voit dans Thunderbolt, le 4e film de James Bond, est en fait la stunt car de Goldfinger juste avant qu'elle soit retransformée pour promouvoir Goldfinger justement. Donc en gros, ils ont tourné avec la voiture, et dès qu'ils ont fini de tourner le 4e film, bam, ils ont été la modifier pour promouvoir le 3e. Une des voitures assez mythiques de la série des James Bond par sa rareté, c'est la 2000 GT cabriolet de You Only Live Twice. Alors déjà de base, une 2000 GT c'est très rare, il n'y en a eu que 400 de produites en tout. Et des versions cabriolet, en fait il n'y en a eu que 2. Elles ont été produites pour le film parce que Sean Connery ne passait pas dans la version coupée de la 2000 GT. Et Toyota a réalisé ça en quelques jours seulement. En gros, quand Sean Connery s'est rendu compte qu'il ne passait pas dans la voiture, Toyota a dit « Ok, c'est pas grave, on est vendredi soir, on récupère les 2 2000 GT qu'on vous a prêtés. » Et lundi, ils sont revenus, ils avaient coupé le toit, ils en avaient fait 2 cabriolets et roulé jeunesse. Aujourd'hui, une de ces 2 2000 GT cabriolets se trouve au musée Peterson aux États-Unis, et la deuxième se trouve tout simplement au musée Toyota au Japon. Bon, maintenant je vous propose de sauter directement en 1977 pour le film The Spy Who Loved Me. C'est à mon avis le film qui a présenté la deuxième voiture la plus mythique de la série James Bond. C'est-à-dire que quand on vous dit Bond, vous pensez Aston Martin forcément, mais juste après, vous pensez à la Lotus Esprit blanche qui se transforme en sous-marin pour échapper à ses ennemis. Il y a vraiment une histoire de fou également autour de cette voiture. Bon, à l'époque du tournage, il faut bien comprendre que les effets spéciaux par ordinateur, c'était niette, on pouvait pas faire ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit à l'écran, il faut qu'il y ait une réalité quelque part derrière. Donc, quand on voit une Lotus Esprit qui vogue comme ça en sous-marin sous l'eau, il faut qu'il y ait réellement une Lotus Esprit sous-marin qui existe. Donc c'est exactement ce que la production a demandé à Perry Oceanographics, qui est une société spécialisée dans la construction de sous-marins. Ils leur ont donné une carrosserie de Lotus Esprit S1 et un beau chèque de 100 000 $, ce qui équivaut à environ 500 000 € de notre argent d'aujourd'hui. Alors attention, ce que l'équipe a créé, c'est pas réellement ce qu'on pourrait appeler un sous-marin, mais plutôt ce qui pourrait s'apparenter à un propulseur de plongée. C'est-à-dire que afin de pouvoir être utilisée, la Lotus Esprit doit être entièrement remplie d'eau, et la personne qui va la piloter devra apporter des bouteilles d'oxygène. Bon, vu de l'extérieur, et notamment grâce aux persiennes qu'ils ont mis sur les vitres, on se rend compte de rien, et pour les besoins du film, ça fait largement l'affaire. Bon, évidemment, après la sortie du film, ce sous-marin fonctionnel sera énormément utilisé pour la promotion du film, et après la promotion, d'habitude, les véhicules sont vendus, comme les DB5 dont on a parlé précédemment, mais celle-ci, elle est plutôt perdue, en fait. Le studio ne sait plus exactement où ils l'ont mise. En tout cas, ce qu'ils savent, c'est que le studio ne l'a pas vendue, puisqu'il n'y a aucune trace de vente dans les archives. Donc la voiture est quelque part, mais on ne sait pas où. Il n'y avait pas que cette version sous-marin. Lotus avait également donné 2 Lotus Esprit complètes pour toutes les scènes sur route, et ils avaient donné 6 coques vides pour toutes les scènes dans l'eau. Une de ces 6 coques a été utilisée par Perry Oceanographics. Les 5 autres ont été utilisées pour des scènes bien précises. Il y en a une sur laquelle on a monté des roues. La voiture a été tractée, sortie de l'eau, donc pour la fin de la scène en fait du sous-marin. Une autre a été montée avec des systèmes de missiles pour lorsque la voiture tire des missiles dans l'eau. Alors ces deux-là ont été laissés aux Bahamas en cadeau aux équipes de la machinerie qui ont aidé pour le tournage. Celle avec des roues a fini dans un musée et en piteux état en Floride. Une autre avait les lames et le périscope motorisé pour toute la scène de transformation. Celle-là a complètement disparu, ils ont dû la casser à un moment. Il y en a une qui a servi pour être projetée dans l'eau
au tout début de la scène. Celle-ci a été complètement détruite dès la fin du tournage, donc ils l'ont mis à la poubelle. Et une dernière a été utilisée au tout début de la scène sur la jetée, et celle-ci a été entièrement remodifiée en sous-marin, également pour servir de modèle d'expo pour la promotion du film. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais aux États-Unis on peut louer un box de stockage pour une durée déterminée, et à la fin, si jamais vous ne venez pas récupérer vos affaires, il y a une loi américaine qui stipule que tout le contenu du box doit être vendu aux enchères. Pour vous faire une idée, c'est cette loi qu'utilise la fameuse émission Storage Wars. Alors dans l'émission, c'est complètement scripté, parce que dans la réalité, on ne peut pas ouvrir le box avant d'enchérir dessus. Bref, en 1988, il y a un petit commerçant de Long Island à New York qui décide d'enchérir sur un des box qui est près de chez lui. Il met un peu moins de 100 $ dans ce box, en espérant pouvoir y retrouver sa mise. Bon, en l'ouvrant, l'acheteur a été assez déçu en se rendant compte que finalement le box ne contenait que une remorque avec un gros tas de draps sur cette fameuse remorque. Bon, finalement, en fouillant un petit peu, il se rend compte qu'il y a une voiture, apparemment une voiture de sport blanche qui est cachée sous ses draps. Donc il enlève tous les draps et puis il décide de récupérer la voiture et il la monte sur son camion. Il décide de rentrer chez lui. Et là, il se rend compte que tout le monde le regarde, tout le monde lui fait des pouces en l'air, et il y a même d'autres camionneurs à la radio qui lui disent « Mais c'est la vraie que t'as sur ton camion ?» Et lui, il se demande un petit peu de quoi les autres camionneurs parlent, et il leur dit « Mais la vraie quoi ?» Et les camionneurs lui répondent « La vraie Lotus Esprit de James Bond ». Et en fait, notre acheteur, il avait jamais vu un James Bond de sa vie, donc en fait, il avait pas reconnu la voiture puisqu'il ne l'avait jamais vue dans le film. Le soir même, l'histoire raconte qu'il aurait loué la VHS de The Spy Who Loved Me. Il a regardé le film, s'est rendu compte que c'était la voiture et a décidé de la faire restaurer entièrement, tout du moins tout l'extérieur, de façon à encore une fois pouvoir la mettre dans des expos, etc., la louer. Donc cette personne gardera la Lotus Esprit jusqu'en 2013. En fait, dans les années 2000, il est contacté par le directeur de la Ian Fleming's Association et lui dit « Écoutez, cette voiture vaut énormément d'argent, si vous la mettez aux enchères, ça va changer votre vie. » La personne ne s'était pas rendu compte à quel point une voiture comme celle-ci pouvait se vendre cher en fait. Donc en 2013, cette fameuse Lotus Esprit modifiée en sous-marin part aux enchères. Et là, c'est un acheteur anonyme qui débourse un tout petit peu moins de 1 million $ pour se l'offrir. Alors anonyme jusqu'à environ un mois après la vente, où on apprend que c'est en fait Elon Musk, le directeur de Tesla, qui s'est fait un petit plaisir et qui a acheté cette Lotus Esprit. Alors à l'époque, Elon Musk disait qu'il voulait modifier cette Lotus Esprit pour la rendre fonctionnelle, c'est-à-dire en faire un véritable sous-marin fonctionnel, en utilisant notamment des moteurs électriques de Tesla. Depuis 2013, il n'y a absolument plus aucune nouvelle de ce projet, donc à mon avis, c'est tombé à l'eau. En 1980, dans For Your Eyes Only, c'est une petite française jaune qui est utilisée par James Bond, la fameuse 2 chevaux. Bon, il faut savoir que d'une réelle 2 chevaux, il en restait pratiquement que la carrosserie, parce qu'ils ont reconstruit ça sur un châssis complètement différent, avec un moteur de GS qui produisait environ le double de puissance, et une roll cage à l'intérieur pour la sécurité. Alors aujourd'hui, il en reste 3. Il y en a une qui est au conservatoire Citroën, une autre qui est possédée par Alander Aldernick, un collectionneur de 2 chevaux hollandais, et la dernière est possédée par Nigel Wilde, qui est un collectionneur de Citroën et qui les stocke dans une église. Alors oui, c'est un personnage un petit peu excentrique, mais il a des belles Citroën, notamment une GS Birotor, donc bon, on lui pardonne. Bon, il existe également une version sans face avant, avec un attache remorque à l'avant, pour pouvoir filmer de façon plus réaliste toutes les scènes à l'intérieur de la voiture. Celle-ci est dans un musée en Angleterre. Bon, évidemment, Citroën a utilisé au maximum cette apparition dans un James Bond pour promouvoir sa 2 chevaux. Ils ont notamment fait une édition spéciale 007 avec le même jaune que dans le film, des gros stickers 007 sur les portières et sur le capot, et il y avait même livré avec la voiture des faux impacts de balles à coller soi-même sur la carrosserie. Bon, Citroën en produira environ 500, il en reste actuellement pratiquement
aucune. Donc pour trouver ça, c'est mission impossible. Bon, pour la prochaine, on reste sur une française, la fameuse Renault 11 Taxi qui est coupée en deux dans A View to a Kill. Alors il y en a eu 3 de réalisées pour le film. Une était en vente pas plus tard qu'au mois de mars dernier. C'est celle qui a servi à la toute fin du film, donc c'est celle qui est coupée en deux. Mais vous en faites pas, ils vendaient les 2 parties de la voiture, que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il en existe une autre où il y a uniquement le toit qui est coupé, donc toute celle qui a servi pour le milieu de la scène. Je sais pas exactement où celle-ci se trouve, mais elle a apparu dans plusieurs expos au fur et à mesure du temps ces dernières années. Et enfin, il en existe une dernière qui est complète et qui a servi pour le début de la scène. On fait un nouveau bond en avant dans le temps, jusqu'en 1995 avec GoldenEye, le premier James Bond avec Pierce Brosnan, et les premiers James Bond avec BMW, puisqu'ils en ont profité. Aston Martin était un petit peu en difficulté à ce moment-là. BMW, ils ont fait un gros chèque pour 3 films, et ils en ont profité un maximum. Bon, de GoldenEye, si on ne se souvient pas du film, on se souviendra surtout de l'adaptation sur Nintendo 64 pour les moins jeunes d'entre vous. Par contre, on ne se souviendra absolument pas de la BMW Z3 qui est bardée de gadgets, mais James Bond n'en utilisera aucun parce qu'il va les changer très rapidement contre un avion et du coup la voiture va disparaître et on n'en entendra plus parler. Non, il va falloir attendre quelques années plus tard pour voir une vraie BMW être utilisée dans James Bond. C'est dans Tomorrow Never Dies en 1997 que James Bond roule en 750 IL téléguidé grâce à son téléphone portable et il va utiliser ça à foison. D'ailleurs, pour filmer les scènes où la voiture roule supposément toute seule, en fait, il y avait un pilote sur le siège arrière. Il y a une version de cette fameuse série 7 avec un volant et un écran pour voir un petit peu ce qui se passe qui est encore exposée dans un musée en Angleterre et voici la photo. En parlant de cette série 7, il faut savoir que Movie Car Central a acheté une réplique plutôt fidèle de cette voiture il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur leur chaîne. On continue avec The World Is Not Enough en 99, c'est le dernier film de la collaboration avec BMW et c'est l'apothéose puisque c'est l'utilisation de la Z8. Par contre, vous n'avez vu absolument aucune Z8 dans ce film. Non, il n'y en avait pas une seule. En réalité, BMW était encore trop tôt dans le processus d'industrialisation de la Z8 et ils n'ont pas été capables de fournir ne serait-ce qu'un prototype à la production. En fait, ce qu'ils leur ont fourni, c'est en gros des panneaux de carrosserie et puis démerdez-vous quoi. Donc en gros, la production, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous ces panneaux de carrosserie et ils les ont montés sur un châssis de Dax Cobra. Une Dax Cobra, en gros, c'est une réplique de AC Cobra. En gros, ces Z8, c'était des kit cars. Un de ces kit cars a été vendu aux enchères par Christie's en 2012 pour 85 000 livres. C'est à ce moment-là qu'on a appris que c'était en fait des V8 Chevrolet qu'il y avait sous les capots de ces Z8. On apprend également qu'il y avait un autre kit car qui est toujours possédé par E.ON, la société de production de James Bond, et il y avait également une coque vide, c'est celle qui a été coupée en deux dans le film et qui est toujours à l'heure actuelle exposée dans un musée. Bon, ensuite on passe sur Die Another Day, et là en termes de voiture cool, on se place là quoi. Alors déjà on lâche BMW, on retourne sur de la vraie Aston Martin, donc la voiture de James Bond quoi. Dans cet opus il roule en Vanquish V12, elle est superbe, et le méchant a une des voitures qui m'avait énormément marqué à l'époque de la sortie du film, c'est une XKR verte qui est vraiment superbe. Alors, il faut savoir que en réalité, si elle est aussi haute sur pattes, que ce soit sur cette miniature ou dans le film, c'est parce qu'en fait, c'est un châssis de Ford Explorer en dessous. C'est une modification qui avait été effectuée pour que la voiture soit en 4 roues motrices et qu'elle puisse évoluer sur la glace d'une façon correcte. Alors sur les 8 qui ont été utilisés pendant le film, il y en a 4 qui ont effectivement reçu cette transformation 4 roues motrices et il y en a 4 autres qui étaient d'origine avec juste des modifications esthétiques pour toutes les scènes où la voiture roulait à vitesse raisonnable sur la neige. Alors il y en a une qui a été vendue aux enchères à 56 000 livres en 2010. Il y en a une autre qui est au musée Peterson et la dernière est toujours chez Jaguar. Ils ont fait le même nombre de Vanquish 4 roues motrices, donc 4. Il y en a une qui a été complètement détruite pendant le tournage. En fait, le cascadeur a pris un virage un peu trop large. Il est venu taper un mur de glace. Il a été envoyé sur un mur de glace qui était en face.
La Vanquish était dans un état déplorable, donc complètement inutilisable. Heureusement, ce cascadeur n'a pas été blessé et il a pu remonter dans une autre Vanquish juste après. Une de ces Vanquish a été vendue à un musée américain en 2003 pour 210 000 livres. Voilà, on parle de crash d'Aston Martin qui étaient non voulus, mais il y a également des crashs d'Aston Martin voulus, mais qu'on n'arrive pas à faire. Je parle bien sûr du crash de la DBS dans Casino Royale. Alors le but, c'est de faire pas mal de tonneaux pour que visuellement ce soit spectaculaire. Le problème, c'est qu'une DBS, c'est relativement stable. Donc à la base, ils voulaient simplement faire monter la DBS sur une rampe pour la faire partir en tonneau. Ils ont testé avec une DB9, ça n'a pas marché. Ils se sont dit on va augmenter la rampe et on va faire ça avec une DBS. Ça n'a pas marché non plus. Donc ils ont fini par modifier une de leurs DBS avec un piston sur le côté, sur le siège passager, de façon à pouvoir venir taper le sol avec le piston à air comprimé et que la voiture parte en tonneau. Et là, elle est effectivement partie en tonneau, puisqu'elle a fait 7 tonneaux. En fait, 7 tonneaux à l'époque, c'était un record du nombre de tonneaux dans une cascade vue à la télévision. Le précédent record était détenu par Top Gear, qui en avait fait 5. Bon, je crois savoir que Aston Martin était moyen content avec ce qui s'était passé, puisque la Aston Martin DBS n'était pas encore en production à l'époque. C'est-à-dire que Aston Martin avait fait faire 2 prototypes à la main en fibre de carbone des 2 DBS prêtés pour le film, et donc il y en a une qui a été entièrement détruite pour cette scène. Ah, et vite fait, petit aparté, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous vous souvenez sûrement de qui possède Aston Martin vers 2005-2006. Eh oui, c'est Ford. Et à mon avis, Ford a dû dire au studio de production que ouais, on va vous laisser des Aston Martin, mais si vous pouvez placer une Ford, ça serait quand même cool. Et c'est comme ça que James Bond s'est retrouvé à rouler en Mondeo dans une des scènes, quoi. Une Mondeo, non mais sérieusement. Et encore une fois, même pour cette Mondeo, il s'agit d'un prototype de Ford parce que la voiture n'était pas encore en production, donc la voiture a été construite à la main, etc. Vraiment juste pour qu'elle puisse apparaître dans cette scène où il se passe pas grand chose. Et cette fameuse Mondeo prototype construite à la main, elle est également dans un musée en Angleterre si vous voulez voir une Mondeo. Bon, je pense que la production s'est rendu compte à quel point on adorait quand il y avait des DBS qui étaient complètement détruites dans les films. C'est pourquoi la scène d'ouverture de Quantum of Solace, c'est 3 minutes 30 de la destruction totale d'une DBS. Bon, c'est à mon sens la meilleure scène du film, sinon la meilleure scène de course-poursuite de toute la série James Bond. J'adore cette scène, mais vraiment, j'adore cette scène. Je trouve qu'elle est tournée d'une façon impressionnante, c'est super bien fait, il y a énormément d'action, j'aime énormément cette scène. Alors en gros, cette séquence, ça consiste à détruire complètement l'Aston Martin de 007 à coups d'Alfa Romeo 159 et de Land Rover Defender. Et cette DBS, même complètement en miettes et sans porte-conducteur, elle reste ultra sexy, quoi. D'ailleurs, ils ont vendu les DBS qui étaient encore en état. Par exemple, une a été vendue 241 000 livres par Christie's. Mais ils ont également vendu les versions qui avaient été détruites pendant le tournage. Bah pourquoi pas, à la limite, hein, ça reste des DBS, pourquoi pas. Par contre, ils ont vendu également les 159 qui ont été détruites pendant le tournage. Alors, bon, ok, c'est des 159 Ti, donc c'est quand même une version assez sympa, mais ça reste une épave de 159, quoi. Je veux dire, ok, ça a tourné en James Bond, mais ça peut valoir combien un truc pareil ? Eh ben j'en sais rien, parce que le prix n'est pas indiqué, car elle n'a pas encore été vendue, c'est étrange. Bon bah écoutez, si vous décidez d'acheter ça, bah vous me direz combien vous avez payé ça, parce que vraiment je me demande bien combien ça peut valoir. Ensuite en 2012, c'est Skyfall. À la base je voulais sauter un petit peu ce film, parce qu'en termes de bagnole, il n'y a pas grand chose. Il y a un bref retour de la DB5, mais j'en ai déjà parlé en début de vidéo, donc bon, ça ferait un petit peu doublon. Non, par contre, j'ai décidé d'en parler quand même quand j'ai appris le nombre de Defender qui ont été détruits pour la scène avec la Audi A5. Faut savoir que Jaguar Land Rover ont raqué 77 véhicules en tout pour ce film, donc avec également les Jaguars qui servent dans le film, etc. En termes de Defender, il y en a eu 12. Il y en a eu 12 qui ont été détruits. C'est pour ça qu'on en trouve en fait pas mal en annonces, etc. dans différents états et dans différents configuration, parce qu'il y en a certains qui ont eu une caméra sur le toit, certains qui ont eu une caméra sur le capot, enfin bref, il y a eu énormément de modifications sur ce Defender, ils en avaient tellement qu'ils ont pu se permettre des tas de choses. En gros, après le film, il y en a 6 qui ont été proposés aux enchères avec un prix de départ de 85 000 livres. D'ailleurs, en cherchant les Defenders de Skyfall, je suis également tombé sur ceux de Spectre, les SVX.
les gros noirs avec la corde là, ils sont magnifiques. Ceux-là par contre ils coûtent une fortune. Il y en a eu 10 qui ont été créés pour le film, il y en a 8 qui ont été vendus aux enchères. Un s'est vendu pour 230 000 livres, c'est R.M. Sotheby's qui l'a vendu. Un autre pour 400 000 euros, c'est Bonhams qui a vendu celui-ci. Après, si ça vous tente vraiment d'en avoir un qui ressemble mais qui n'est pas un vrai SVX du film, il y a des copies qui sont plutôt pas mal pour 60-70 000 euros. Bon, assez parlé du Defender, puisque les vrais stars du film Spectre, c'est bien sûr l'Aston Martin DB10 et la Jaguar CX-75. Alors en tout et pour tout, Aston Martin a produit 10 DB10, pas une de plus. Ils en ont gardé 2. Les 8 autres ont été fournis au studio de production pour les besoins de Spectre. Donc elles ont toutes été modifiées plus ou moins, elles sont plus ou moins dans un mauvais état, il y en a qui ont été jetées dans l'eau, etc. Mais les 2 que Jaguar a gardées, elles sont entièrement d'origine. Il y en a une que Jaguar a gardée pour eux, et il y en a une deuxième qu'ils ont décidé de vendre aux enchères pour une association caritative. Celle-ci s'est vendue pour plus de 3 millions d'euros en 2016. Alors c'est un prix qui est énorme, mais il faut comprendre que c'est la seule DB10 aux mains d'un particulier. Bon, par contre elle n'est pas homologuée route, c'est un petit peu dommage. En face, Jaguar a également créé une voiture assez unique pour le film, c'est la CX-75. À la base, c'est un prototype hybride qui est présenté au Salon de l'Auto de Paris en 2010. Dès 2011, Jaguar annonce vouloir lancer la production de cette CX-75. On parle d'une voiture à plus de 1 million d'euros et qui serait donc rentrée dans la Holy Trinity, en gros avec la 918, la LaFerrari et la P1. Ça aurait été génial d'avoir une Jaguar en face de ces 3 voitures. Malheureusement, ça ne s'est pas fait car en décembre 2012, le directeur de Jaguar dit que vu la crise actuelle et l'économie, etc., c'est peut-être pas le bon moment de sortir une voiture à 1 million de dollars. Quoi qu'il en soit, la voiture apparaîtra quand même dans le film Spectre en 2015. Alors en réalité ce ne sont pas des CX-75, c'est uniquement la carrosserie, puisque la carrosserie est montée sur un châssis de WRC avec un moteur de F-Type, en fait un V8 de F-Type. En fait s'ils ont fait ça, c'est parce que les prototypes qui avaient été développés à l'époque par Jaguar n'auraient pas supporté la descente des escaliers que l'on voit dans le film. Donc ils vont créer 4 CX-75 sur des châssis de WRC, et il y en a une qui sera réellement un des prototypes hybrides que Jaguar avait développé à l'époque. Ils l'auront repeint orange et prêté pour le film. Par contre, ce sera uniquement pour des scènes à l'arrêt ou à très faible allure. Une des 4 à avoir été montée sur un châssis rallye a été vendue à un particulier il y a quelques années. Alors, elle avait été repeinte en bleu par Jaguar. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la seule CX-75 à être entre les mains d'un particulier à l'heure actuelle. Bon, par contre, elle n'a pas d'intérieur, puisque comme je vous le rappelle, c'est vraiment une voiture qui a été montée sur un châssis de rallye. Bon, bah pour la suite, il va falloir attendre que No Time to Die sorte. Normalement, c'est en avril 2020, si tout va bien. Alors, je peux pas encore vous parler des voitures qui vont apparaître dans ce film. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que c'est le dernier film de Daniel Craig, donc espérons que ce soit un bon film pour finir l'ère Craig. Bon, entre parenthèses, on sait quand même que dans No Time to Die, il va y avoir un Defender bleu, puisqu'on a eu le droit à une petite bande-annonce où on le voit pendant quelques secondes. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était super longue, mais à la fois elle était vraiment super intéressante. Je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!